Bonjour et bienvenue à ce webinaire du mercredi 14 septembre 2022 intitulé L'abécédaire d'un cerveau en santé, sensibilisation à la démence dans l'Ouest et le Nord. Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente de mobilisation des connaissances et des communications à la Société Santé en français et il me fait plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui. Débutons par une reconnaissance. Donc, je reconnais que je me situe sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de la Grande Paix. Je remercie les nations Mi'kmaq et Malécites de leur hospitalité sur ces territoires non cédés. Maintenant, quelques mots sur la Société Santé en français. La Société Santé en français est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La Société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. 3 objectifs sont poursuivis par les webinaires. Offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et finalement, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Le tout est rendu possible grâce au financement de Santé Canada. Nous avons 2 panélistes aujourd'hui. La première est Mme Éléonore Tremblay. Éléonore est en Colombie-Britannique depuis 41 ans. Elle est andragogue de formation. Elle a souvent la chance de travailler en éducation des adultes en milieu formel et informel, et ce, dans les 2 langues officielles. Depuis plus de 10 ans, Éléonore a fait un virage vers le milieu communautaire pour se pencher sur la mise en place de programmes et de services pour améliorer la santé globale des personnes vieillissantes. En 2015, Mme Tremblay a décidé de joindre l'équipe du réseau santé de la Colombie-Britannique et de mettre ses compétences au service de la minorité francophone. Depuis, elle se concentre sur l'adaptation en français des programmes de prévention en milieu communautaire, programmes qui ont fait leurs preuves tant dans la province que dans le reste du pays. Notre deuxième panéliste aujourd'hui est Mme Solange Van Kemenade. Solange détient un doctorat en sociologie de l'Université du Québec à Montréal. De 2001 à 2012, Solange a travaillé comme analyste principale de la recherche au sein de l'Agence de santé publique du Canada et de Santé Canada. Depuis 2013, Mme Van Kemenade travaille comme chercheuse indépendante. Elle enseigne aussi à temps partiel à l'Université du Québec en Outaouais, au département de sciences sociales. Elle collabore avec le groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et en services sociaux en contexte francophone minoritaire, groupe appelé le GREFOPS, de l'Université d'Ottawa. Les recherches de Mme Van Kemenade portent sur l'accès des francophones aux services sociaux et de santé en contexte linguistique minoritaire et les moyens pour l'améliorer. Avant de céder la parole à nos 2 panélistes, quelques éléments de logistique pour vous informer que vous êtes présentement, tous et toutes, en mode sourdine, mais nous vous invitons à communiquer avec nous soit en utilisant la boîte de conversation chat ou Q&R au bas de votre écran. Il y aura aussi quelques questions de sondage interactif. Ces sondages sont facultatifs et anonymes, mais on vous invite fortement à y participer. D'ailleurs, voici des premières questions de sondage interactif, question de vous connaître un peu mieux. Donc, la première question est la suivante. Lequel de ces éléments a motivé votre inscription à ce webinaire aujourd'hui? Une curiosité générale, le désir d'en connaître davantage sur le sujet, le manque d'outils pour intervenir sur ce thème, la possibilité de rencontrer des personnes expertes sur le sujet ou encore autre. Donc, cochez la réponse qui correspond à votre situation. La deuxième question, dans votre coin de pays,
Est-ce que la démence est un sujet discuté? Oui, régulièrement. Oui, de temps en temps. Non, pas du tout. Ou encore, si vous optez pour la case autre, merci de préciser votre réponse dans la boîte de clavardage. Alors, une fois voté, n'oubliez pas de cliquer la boîte soumettre et nous pourrons partager à toutes les personnes présentes en direct les réponses que vous nous fournissez. En attendant que les réponses s'accumulent, je tiens à vous informer que vous êtes nombreux en ligne et d'un peu partout au pays, de l'ouest de Colombie-Britannique jusqu'à Terre-Neuve-Labrador, en passant par le Nunavut, et de même plusieurs personnes de la francophonie internationale. Merci beaucoup d'être présents. Donc, concernant votre motivation à vous inscrire aujourd'hui, la principale, à 50 %, était le désir d'en connaître davantage sur le sujet. On a 21 % d'entre vous qui aviez une curiosité générale et 11 % le manque d'outils, la possibilité de rencontrer des experts, donc ce sera fait, et autres, on fouillera là-dedans. Et concernant est-ce que le sujet de la démence est discuté ou non dans votre coin, donc 50 % d'entre vous avez dit que de temps en temps, la question de démence est discutée chez vous, 39 % c'est fait régulièrement, et 11 % pas du tout. Donc, merci beaucoup de vos réponses. Ça nous permet de mieux vous connaître. Aussi, avant de céder la parole à nos animatrices, à nos présentatrices du jour, excusez-moi, je tiens à vous informer que la présentation de nos deux panélistes, Mme Tremblay et Van Kemenade, sera disponible pour vous sur le site de la Société Santé en français dès la semaine prochaine. Éléonore, Solange, à vous, mesdames. Merci beaucoup, Nathalie, pour l'organisation du webinaire et également à la Société en santé en français pour nous donner l'occasion de présenter notre projet à travers leur série découverte. Le projet de l'abécédaire d'un cerveau en santé est un projet qui est financé par l'Agence de santé publique du Canada. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter le contexte dans lequel se situe le projet, les objectifs généraux du projet, mais également ceux de nos deux volets, qui sont un volet intervention communautaire et un volet recherche. Ce que la synthèse de littérature a fait ressortir par rapport à la problématique de la démence en général, mais aussi de quelle façon elle est vécue en milieu minoritaire francophone, les constats que les informateurs clés que nous avons rencontrés sur le terrain nous ont permis de faire et les recommandations de notre recherche. Alors, le contexte. On dit que dans les sociétés vieillissantes, la prévalence de la démence augmente rapidement. Mais il faut faire attention en lisant une phrase du genre, ça ne veut pas dire que la démence est une fatalité de la vieillesse. C'est plutôt en rapport au fait que les gens vivent maintenant de plus en plus vieux et que l'âge, avec tous les autres facteurs de risque, est un facteur de risque qui augmente la prévalence de la démence. Par exemple, en 2021, un rapport de l'ONU estime que 10 millions de nouveaux cas de démence chaque année dans le monde. Alors, on peut voir que c'est maintenant une problématique sur laquelle tous les pays, dont le Canada, se penchent. Et si vous sautez au troisième point, au Canada, en 2019, il y aurait eu 419 000 personnes âgées de 65 ans qui ont reçu un diagnostic de démence. En même temps, quand on regarde la situation chez les francophones, on sait qu'en situation minoritaire, les communautés sont des communautés vieillissantes dans toutes les provinces, sauf les territoires. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de francophones en situation minoritaire qui ont 65 ans et plus qu'il y a de jeunes. Par contre, on ne sait pas actuellement quelle est la proportion de francophones en situation minoritaire qui sont atteints de démence parce qu'on ne tient pas, la variable de la langue n'est pas tenue en compte quand on reçoit des personnes pour des soins.
On sait aussi, par contre, que dans les provinces et les territoires qui sont engagés dans le projet, il y a très peu de services ou de programmes qui existent en français pour les personnes qui sont à risque de développer une démence ou celles qui en sont atteintes. Et la raison, c'est que dans ces territoires-là, il y a peu ou pas d'instruments juridiques en matière de politique linguistique. Alors ça, c'est le contexte dans lequel on travaille. Le projet s'inscrit dans la première stratégie nationale qui est sortie en 2019 et qui a été justement la motivation pour financer plusieurs projets à travers le pays pour adresser les objectifs qui sont de prévenir la démence, de réduire la stigmatisation et d'encourager l'inclusion des personnes atteintes dans les communautés. Ce qui n'empêche pas que les recherches se poursuivent au niveau du traitement, mais l'emphase de cette stratégie-là est mise sur plutôt la prévention. Et le projet l'ABCDR a donc repris les deux premiers objectifs, qui sont la prévention et la réduction de la stigmatisation, mais en priorisant la dimension linguistique pour examiner justement quels sont les enjeux chez les francophones en situation minoritaire. Le projet est chapeauté par Réseau Santé Colombie-Britannique en partenariat avec 3 autres réseaux santé, celui de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Yukon. Alors, les objectifs du volet intervention communautaire sont d'informer, d'outiller et de soutenir les francophones en milieu minoritaire qui veulent mieux s'informer par rapport à la problématique de la démence et des moyens qui sont reconnus en prévention. Alors ici, on parle des facteurs de risque sur lesquels je vais revenir plus tard versus les facteurs de protection, mais de favoriser aussi la littératie en santé cognitive. On est tous habitués à savoir ce qui se passe au niveau de notre santé physique et de notre santé mentale, mais le discours sur la littératie, l'importance de conserver sa santé cognitive en vieillissant, c'est assez récent. Alors, on espère qu'avec ce projet-là, on va déjà pouvoir amorcer un intérêt par rapport à ce sujet-là. L'autre objectif, c'est d'outiller les francophones en milieu minoritaire le plus possible en leur faisant connaître les ressources, les informations et les programmes qui sont disponibles à travers le Canada en français. Et le répertoire qui va d'ailleurs être disponible en ligne sur le site web de l'ABCDR qui va être lancé dans les prochaines semaines, a répertorié les ressources de provenance locale, régionale et nationale. Donc, des ressources qui peuvent être disponibles dans chacune des provinces, mais également en ligne. Et le troisième objectif, qui est de soutenir, c'est à travers des programmes d'accompagnement en milieu communautaire où on va essayer de soutenir individuellement et en groupe les personnes qui sont intéressées à explorer ou à modifier ou à adopter de saines habitudes de vie qui, en fait, sont les facteurs de protection pour la démence. Je devrais dire contre la démence. Le volet recherche, je vais mentionner simplement les objectifs et laisser la parole après à Solange qui est en charge de la recherche. Alors, l'idée, c'était, étant donné qu'il n'y a à date aucune connaissance sur la prévalence de la démence chez les francophones en milieu minoritaire, on s'est dit que ce serait vraiment important qu'on arrive à produire des connaissances pour comprendre cette problématique-là dans ce milieu-là, mais surtout son impact sur les communautés francophones, étant donné que les francophones n'ont pas accès à des services en français. Et l'autre objectif, c'était de documenter les besoins réels, les lacunes en matière de services pour les personnes atteintes de troubles cognitifs et les proches aidants. Les proches aidants sont les personnes qui deviennent en milieu minoritaire les principaux responsables de leurs proches atteints de démence. Alors, pour la suite, Solange. Oui, alors merci, Eleonore. Et pour évidemment
répondre à ces objectifs du volet recherche, nous avons entamé une revue et synthèse de la littérature scientifique. Alors évidemment, on a découvert qu'il y a beaucoup de publications, beaucoup de littérature écrite qui portent sur la démence, mais pas nécessairement beaucoup sur la démence en contexte linguistique minoritaire. Donc, la revue de littérature s'est concentrée particulièrement sur cette question. On a aussi développé des profils sociodémographiques et sanitaires des francophones en situation minoritaire dans les 3 provinces et le territoire du Yukon pour savoir quel était l'état de santé de ces populations, s'il y avait des indicateurs qui étaient moins favorables et d'autres qui pourraient être plus favorables. Et par la suite, pouvoir axer les recommandations sur ces profils-là. Ensuite, on a procédé aussi à des entrevues semi-structurées auprès des 4 groupes de répondants. On a fait à peu près 30 entrevues qualitatives et finalement, on a fait un sondage, on a lancé un sondage en ligne auquel il y a eu près de 300 répondants. Alors, en bref, ce que la recherche montre, et c'est surtout, je vais me concentrer maintenant sur la question des minorités francophones, la situation minoritaire, et c'est que le langage est vulnérable au processus du vieillissement et qu'il est fréquemment affecté dans les cas des maladies neurodégénératives. Donc, ça, c'est un constat généralisé, mais on va voir par la suite qu'il y a des implications plus grandes pour les francophones en situation minoritaire. On constate aussi que le bilinguisme est associé à un retard dans l'apparition des symptômes de démence et qu'il contribue à la réserve cognitive de la personne. Mais l'évolution de la maladie peut entraîner aussi une perte de la langue seconde. Et ce qui est important, ce qui ressort de la littérature, mais par la suite, ça a été constaté par les entrevues aussi, c'est qu'un diagnostic précoce de la démence est essentiel. Mais un grand nombre de consultations se font tardivement et le diagnostic peut prendre parfois jusqu'à 7 ans à partir du moment où la personne commence à expérimenter les premiers signes de démence ou la famille s'en rend compte. Le diagnostic tardif, ça c'est quelque chose qui ressort de la littérature, ça a été assez bien documenté au Canada, sont plus fréquentes chez les francophones en situation minoritaire. Alors, les raisons, c'est en partie les contextes géographiques. Et les personnes francophones habitent dans certaines provinces, surtout plus en milieu rural, des sens éloignés, mais aussi les barrières linguistiques qui découragent la consultation et parfois aussi expliquent la non-utilisation ou les délais à consulter. La recherche montre aussi que les personnes ayant des troubles cognitifs et leurs proches pensent parfois qu'il s'agit des signes des signes qui sont des symptômes qui sont liés au vieillissement normal et cela retarde parfois la consultation aussi et par conséquent les diagnostics. Alors, un constat général, c'est que les barrières linguistiques peuvent entraver l'accès aux services de santé et constituer une source d'inégalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de les constater à travers les entrevues dans tous les parcours de la personne qui cherche des services et en matière de troubles cognitifs démence, il y a toujours des obstacles. Et ces obstacles-là peuvent être plus grands lorsque la personne est placée parce que les barrières linguistiques peuvent contribuer à isoler la personne. La personne ne peut pas communiquer de façon appropriée ni avec le personnel de l'établissement, ni avec les autres résidents, ce qui l'amène à une situation de marginalisation. Alors, la recherche va montrer aussi qu'il y a certains facteurs qui sont importants, comme par exemple le rôle du médecin de famille dans le diagnostic précoce de la maladie, le maintien des relations de longue date avec un professionnel de la santé, que ce soit une infirmière, que ce soit un professionnel, un médecin, et le partage des caractéristiques similaires avec ces professionnels, comme la langue et la culture. Et cela aussi a été constaté dans des études qui ont été faites au Pays de Galles et en Suède avec les minorités des langues finnoises. Donc, ce n'est pas seulement qui a été constaté, quelque chose qui a été constaté ici au Canada.
Enfin, ces caractéristiques similaires ou parfois on parle aussi des concordances linguistiques pour signaler ces situations où la langue concorde avec les professionnels de la santé permet aux personnes de recevoir pas seulement un soutien affectif, mais aussi de naviguer mieux le système de santé, de comprendre les informations transmises. Finalement, la désignation des établissements de santé, c'est quelque chose qui a été examiné en Ontario, notamment où ce processus ou cette démarche existe. Et on s'est rendu compte que ça peut jouer un rôle bénéfique pour les résidents qui sont atteints de démence. Alors, comme je disais tantôt, les entrevues au nombre d'une trentaine auprès des personnes, des informateurs clés, mais aussi des proches aidants, ont montré que le diagnostic précoce de la démence est essentiel, mais en général, les tests sont habituellement administrés en anglais. Alors, les proches aidants nous ont signalé à maintes reprises que c'était important que ces tests-là soient administrés en français ou bien dans les deux langues, parce que parfois la personne navigue entre les deux langues. Dans les régions rurales ou éloignées, il y a peu de professionnels spécialisés en troubles cognitifs démence. Ça, c'est quelque chose qui manque atrocement, je dirais. Et il y a aussi peu de préposés qui sont capables d'assurer des services à domicile en français. Et par conséquent, donc, la grande part des responsabilités des soins à ces patients repose sur les personnes proches aidantes. Les professionnels de la santé bilingues, parfois sont présentes dans les résidences et les centres de soins de longue durée, mais ils ne fournissent pas nécessairement des services en français. Donc, ça serait quelque chose à encourager. Et finalement, ce que les entrevues ont montré, c'est que c'est nécessaire la mise en place des modèles de soins de soutien linguistiquement et culturellement sécuritaires. Alors, je ne vais pas m'attarder à cette diapositive, mais il y a quelques témoignages que nous avons choisis pour les inclure ici et que vous pourriez en tous les cas accéder par la suite quand la présentation va être disponible, mais qui signalent justement ces problèmes et le peu de professionnels de la santé bilingue, le manque de services en français dans les résidences, les barrières linguistiques qui contribuent à l'isolement de la personne et les manques de services en français à domicile ou parfois la difficulté à les obtenir. Alors, je vais passer la parole à Eleonore dans la prochaine diapo. Alors, pour revenir sur les facteurs de risque et de protection qu'on va explorer pendant les campagnes de sensibilisation, c'est tout récent, ces recherches sur la prévention de la démence en adressant les facteurs de risque. En 2017, la Commission Lancet avait produit un rapport où ils avaient identifié 3 ou 4 facteurs de risque qui, selon eux, pouvaient amener à le développement d'une forme ou l'autre de démence. Mais en 2020, et comme vous voyez, c'est vraiment récent, ils ont révisé et ils sont arrivés à 12 facteurs de risque. Et ces facteurs de risque-là, ce sont des facteurs qui sont cumulés tout au long de la vie. Ce ne sont pas des facteurs qui commencent à avoir un effet à partir de 65 ans et plus. Et c'est un peu pour ça que je mentionnais tout à l'heure que la littératie sur la santé cognitive, c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer et on peut le développer tout au long de la vie. Quand on regarde un facteur de risque qui a été identifié comme un faible niveau d'éducation, c'est bien évident que ce facteur de risque-là, il faut l'adresser quand les gens sont plus jeunes. Et la Commission Lancet a identifié aussi des facteurs qui sont plus importants entre 45 et 65 ans. Un, entre autres, c'est l'hypertension, qui est un facteur de risque sur lequel il faudrait vraiment s'attarder dans ces âges-là. Et qu'à partir de 65 ans, il y a d'autres facteurs de risque, comme par exemple la dépression à l'âge plus avancé, est un facteur qui est qu'on devrait beaucoup plus voir de près.
Alors, déjà en partant de savoir qu'il y a 12 facteurs qui ont été associés à la démence, qui sont en fait les facteurs qui sont associés pour d'autres maladies chroniques et qu'on peut faire quelque chose, c'est déjà encourageant. Et la recherche va assez loin pour dire que théoriquement, si on pouvait adresser ces facteurs de risque-là, on pourrait éviter jusqu'à 40% des cas de démence. Parce que selon les recherches les plus récentes, on peut les attribuer à ces facteurs de risque-là. Alors, c'est vraiment une question, et pour plusieurs personnes, c'est un peu une découverte de savoir que la démence n'est pas une question génétique. En fait, le pourcentage de causes génétiques est quand même assez bas quand on commence à consulter des documents. Et pour ce qui est des facteurs de protection, excusez-moi, des facteurs de protection, on parle de la qualité du sommeil, on parle d'une alimentation saine et équilibrée. Et quand on parle d'alimentation saine et équilibrée, évidemment, on parle de remédier au diabète, à l'obésité. Et finalement, l'autre, ce sont des activités cognitivement stimulantes. Et selon eux, ces trois facteurs-là pourraient réduire le déclin cognitif, mais aussi maintenir la santé cognitive. Alors, la prochaine diapo. Si on revient au sondage, on a donc reçu 282 réponses à travers les 3 provinces et le territoire qui sont engagés dans le projet. Et on s'est rendu compte que les personnes qui ont participé au sondage avaient une assez bonne connaissance de la problématique autour des troubles cognitifs, incluant la démence, et que ces derniers n'avaient pas trop d'idées préconçues ou de mésinformations par rapport à la maladie. Les facteurs, les défis qui sont souvent le plus associés aux troubles cognitifs, incluant la démence, c'est la perte de l'autonomie et la perte des capacités chez la personne atteinte. Les répondants priorisent pour se renseigner sur la démence l'information générale qu'ils peuvent recevoir, qu'ils peuvent trouver, mais aussi les ressources d'accompagnement et de soutien pour les proches aidants. Parce que les proches aidants en milieu minoritaire francophone sont sur eux, c'est sur eux que retombe le fardeau de vraiment prendre en charge leurs proches ou même leurs amis qui sont atteints de troubles neurodégénératifs ou de démence et qui ont le français comme langue principale de communication. Le sondage révèle également que les ressources qui semblent mieux adaptées pour en apprendre davantage, ce sont des présentations facilitées par des intervenants en santé. Ce qui en soi est un défi déjà en anglais d'avoir accès à ça et en français encore plus un défi. Des informations qui peuvent être trouvées en ligne, des informations qui sont validées sur des sites qui citent des sources de données probantes et des vidéos. Pour les francophones qui ont répondu au sondage, l'accès à ces ressources-là est important dans les 2 langues officielles. Et les services qui, selon eux, les 3 domaines de services qui devraient être en français sont les soins, qui ne sont pas actuellement en français, l'accompagnement de la personne aidée, mais également l'accompagnement de la personne aidante. Et quand on revient à l'accès à des ressources en français, on s'aperçoit dans le sondage que les 4 groupes qui ont participé au sondage ont très peu accès à des ressources en français. Alors que ce soit les membres de la communauté en général, les proches aidants ou le personnel d'un organisme communautaire, en milieu minoritaire, les organismes communautaires francophones jouent souvent le rôle de premier accès pour diriger les gens vers l'information. Mais il y a très peu d'informations qu'on peut trouver facilement en français. Alors, dans l'ensemble, il y aurait seulement 12%, les répondants auraient seulement accès à 12% des recherches, des informations en français.
Ce que le sondage a aussi finalement révélé au niveau des facteurs de protection sur lesquels les répondants aimeraient en apprendre davantage, c'est comment on peut faire, ce qu'on peut faire pour maintenir le maintien de l'activité cognitive, mais ce qu'on peut faire donc pour maintenir notre santé cognitive. L'adoption d'une alimentation saine et équilibrée est arrivée à proportion égale avec la pratique d'activités qui sont cognitivement stimulantes et finalement l'importance du réseau social. Au niveau des facteurs de risque, les problèmes du sommeil, la perte sensorielle et la perte auditive et la dépression chronique. Et une autre chose que le sondage a fait ressortir, c'est qu'on a posé la question s'il y a un financement qui était disponible pour développer un service en français pour les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs ou pour les prochains ans, quel devrait être ce service? Alors, dans une proportion assez importante, on a vu que c'est l'accompagnement, le soutien. Et donc, ça retourne à ce qu'on disait que l'accompagnement et le soutien pour les personnes aidées et les personnes aidantes, c'est très important. L'évaluation, l'accès à des diagnostics et des consultations en français sont également extrêmement importantes. Et finalement, accès à de l'information, des outils de prévention et des conseils, ce qu'on espère pouvoir vraiment pallier grâce à notre projet. Alors, Solange. Alors, les sondages ainsi que les résultats ou les constats que les entrevues nous ont permis de faire ont contribué à bâtir certaines recommandations. On sait très bien que les volets recherche, bon, je pense que Éléonore l'a mentionné tout au début, voulait contribuer, ou l'un des objectifs, c'était de contribuer à appuyer la prise de décision et aussi le développement des interventions communautaires. Alors, basé sur les méthodes mobilisées dans les cadres de la recherche. Et nous avons fait des recommandations, formulé des recommandations en matière de prévention, en matière de soins et aussi en matière de soutien des personnes proches aidantes. Alors, les premières, notamment, sont axées les interventions sur les facteurs de protection et sur les facteurs de risque modifiables, ce que Éléonore vient d'expliquer. Et surtout, ces 12 facteurs qui sont bien étudiés et bien ciblés par les études récentes. Et le deuxième, c'est offrir davantage d'informations en français sur les ressources qui visent à prévenir la démence. Et aussi sur les ressources non pharmacologiques. On sait très bien que les potentiels des ressources pharmacologiques ont des limites à ce moment pour lutter contre la démence. Donc, il y a d'autres facteurs ou d'autres éléments qui peuvent aider à pallier l'avancée de la maladie. Et ensuite, on s'est aperçu au cours de la recherche que les secteurs communautaires jouaient un rôle très important puisqu'ils développent des activités qui visent l'inclusion sociale des aînés francophones, mais aussi la préservation des activités qui visent la préservation de la santé cognitive des aînés. Alors, assurer du financement récurrent, c'est quelque chose de très important étant donné que ces organismes, pour la plupart, reçoivent du financement par projet. Et aussi, promouvoir le dépistage précoce des troubles cognitifs. On a déjà mis en évidence l'importance de cette composante, surtout étant donné que ça se fait plus tardivement en contexte linguistique minoritaire. Et ensuite, administrer les évaluations cognitives en français ou dans les deux langues officielles. En matière de soins, les recommandations sont d'offrir des places en français dans les centres de soins de longue durée, les résidences, les foyers, rendre plus facile l'accès à des soins à domicile en français dans les régions rurales et éloignées où il y a peu de services, il n'y a pas de services non plus d'interprétation ou d'accompagnement. Mettre en place des mesures d'offres actives dans les résidences et les centres de soins de longue durée, c'est-à-dire recrutement des personnels bilingues, valorisation de ces personnels, jumelage approprié entre les résidents et les bénévoles. On a pu constater à travers des témoignages que les bénévoles francophones ne sont pas nécessairement jumelés avec des résidents francophones. Donc, il y a des façons d'améliorer ces jumelages. Aussi, mettre en place de la formation pour les professionnels de la santé et les bénévoles
et faciliter l'accès aux spécialistes en vieillissement et troubles cognitifs. Enfin, les recommandations qu'on formule en matière de soutien aux personnes proches aidantes. Et il faut remarquer que ces recommandations sont une synthèse de recommandations, mais il y en a d'autres qui peuvent être trouvées dans les rapports finaux et les sommaires exécutifs. Donc, il y en a 3, faciliter l'offre de certains services à domicile pour réduire les déplacements et alléger les fardeaux des aidants. Parfois, les aidants doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour amener la personne à l'hôpital ou au centre de soins. Et mettre en place des groupes de soutien ou mieux renseigner sur les initiatives provinciales existantes et adapter les formations et les soutiens pour les centres proches aidants. Ça, c'est quelque chose, c'est une petite surprise qui est ressortie de la recherche terrain où les centres nous ont dit que parfois les formations pour les proches aidants étaient plus pour les femmes et non pour les hommes. Donc, il y a façon d'adapter ces formations. Alors, avec ces recommandations, on termine notre présentation, mais on ouvre la période de questions et nous vous remercions de votre attention et les questions sont bienvenues. Et juste un petit commentaire sur la disponibilité du rapport qui va être sur le site web du réseau santé sous peu. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation très bien étayée de la situation. On a déjà une première question qui a été recueillie dans la boîte de questions et réponses. Elle nous vient d'une question et un commentaire qui nous vient de la part de José Benoît. Donc, José Benoît, est-ce que vous aimeriez formuler vous-même ce commentaire et cette question pour nos panélistes aujourd'hui? Si oui, on ouvrira votre micro. José? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super, merci beaucoup pour cette présentation, Solange et Léonore. Oui, en vous écoutant là, parler de démence et initialement auprès des personnes francophones en situation minoritaire, je me suis mise à penser à un autre projet que le GREFOPS travaille en ce moment avec les proches aidants. Ce n'est pas spécifiquement au niveau de la démence, mais certains nous ont mentionné que la pandémie avait eu un grand effet sur la détérioration de l'état cognitif de leurs proches. Donc, je me suis demandé si vous aviez poursuivi un peu soit votre revue de littérature ou pour savoir à quel point est-ce que la pandémie a eu un effet sur les personnes atteintes de la démence et particulièrement au sein des francophones là, qui ont peut-être eu un arrêt de service ou des choses comme ça. Oui. Si je peux me permettre de répondre, merci José pour la question. Et nous n'avons pas inclus dans la revue de littérature la question de la pandémie et notre revue de littérature, je pense que ça s'arrêtait fin 2021. Mais par contre, on a inclus une question lors des entrevues dans les questionnaires qu'on a utilisés et effectivement, les témoignages étaient plutôt défavorables. Les gens pensaient que, par exemple, les bénévoles dans les centres d'hébergement, les services des bénévoles ont été coupés. Donc, ça a eu des répercussions sur les résidents qui n'ont pas pu parfois ni discuter, ni avoir accès à des services qui étaient fournis avant dans la résidence. Et notamment, ça a contribué un peu à l'isolement social parce que toutes les activités finalement sociales ont été réduites. Et les mêmes sons de cloche, on a entendu des organismes communautaires qui ont dû reformuler les activités, pas nécessairement couper toutes les activités, mais réduire ou les offrir par des modes virtuels. Et bon, c'est pas tout le monde nécessairement qui était connecté ou qui était bien équipé pour continuer à recevoir ces services-là. Donc, peut-être que Léonore peut aussi clarifier davantage dans ce sens. Mais ça, c'est les commentaires que nous, on a recueillis des personnes qui étaient près des aînés et qui fournissaient des services auprès des aînés.
Mhm. Merci. Oui, si je peux ajouter, excusez-moi, si je peux ajouter, effectivement, à Réseau Santé Colombie-Britannique, on a reçu plus de demandes que d'habitude, à savoir si on était au courant de projets ou de programmes qui permettraient aux parents, aux parents de proches aidants, de justement joindre des activités en ligne. Et il y a eu des initiatives en Colombie-Britannique, une entre autres qui a été de distribuer des tablettes électroniques et de former les aînés à utiliser les tablettes électroniques pour joindre des activités en ligne. Alors définitivement, je pense qu'on a tous remarqué qu'il y avait eu que l'isolement avait des effets négatifs sur les personnes âgées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Et effectivement, Josée, définitivement que vous apportez un point qui est très important, d'autant que, comme vous l'avez dit, Solange et Éléonore, l'isolement aussi qui a suivi toute la pandémie et l'isolement est aussi un facteur de risque au développement. On a deux autres intervenantes qui aimeraient prendre le micro. Donc, on a Manon Cormier du côté de l'Université de Moncton. Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour cette excellente présentation. Alors, ce n'est pas une question, c'est simplement à la suite de ce que vous avez mentionné qu'il faudrait mettre en place la formation pour les professionnels de la santé. Eh bien, c'était simplement pour dire que l'Université de Moncton, avec la formation continue, on a développé une formation qui va être disponible en ligne très prochainement. Et puis, voilà, c'est quelque chose que je me dis qui pourrait être d'intérêt pour des intervenants ou les gens qui sont dans le milieu. Oui, définitivement, Manon. Si vous voulez, vous pouvez même nous laisser le lien vers cette formation dans le chat et puis on pourra le partager à ce moment-là. Merci beaucoup, Manon. On ne l'a pas pour l'instant, Nathalie, okay. Mais dès qu'on aura l'information, on pourra vous le faire parvenir. Excellent. Puis la Société Santé en français s'assurera de la diffuser. Merci beaucoup. Excellent. Merci. Merci. On a Denise Lemire aussi qui avait un commentaire et une question. Denise, si vous voulez aller de l'avant. Par la suite, on aura Céline Bossé et Nicole Baudry qui avaient des interventions. Donc, Denise, est-ce que vous êtes prête? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va? On vous entend très bien, Denise. Okay, allez, merci. Donc, je suis contente du commentaire de Manon Cormier qui offrira de la formation en ligne parce que moi, je trouve que le problème majeur présentement, c'est le manque de préposés dans les résidences en lien avec la démence. Moi, je parle de l'Ontario, je suis à Ottawa. Et puis, je trouve que c'est devenu vraiment un problème majeur, puis probablement en lien avec la COVID-19, c'est sûr. Mais là, je trouve qu'il faut vraiment réagir à ce niveau-là. Je me demandais, est-ce qu'il y aurait des stratégies à faire là, par le gouvernement ou par les organismes là, en lien avec les personnes aînées pour résoudre ce problème? Il faudrait vraiment se pencher là-dessus parce que le moins de préposés qu'il y a, le plus de défis au niveau des services à nos aînés qu'on a. Si je peux me permettre, Denise, nous, on est entièrement d'accord avec vous, mais pour adresser une question comme ça, malheureusement, c'est par province et parce que les services en santé sont provinciaux et je suis certaine que c'est beaucoup plus facile en Ontario de faire du lobbying auprès du gouvernement pour ça que de le faire, par exemple, en Colombie-Britannique où on ne reconnaît pas le français comme étant une des langues officielles au Canada. Alors, on a tous à faire des démarches pour faire avancer dans ce sens-là, mais je pense que dans certaines provinces, ça va être beaucoup plus long avant qu'on ait un résultat quelconque par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup. On a Madame Colette Bossé maintenant.
Vous voulez dire Céline Bossé, est-ce bien ça? Eh bien, c'est bien Céline Bossé. En plus de ça, c'est une de nos fidèles participantes au webinaire. Excusez-moi, Céline. Ça va, merci. Non, c'est que j'ai eu l'occasion d'avoir une référence sur un livret qui vient tout juste d'être présenté par l'Université McGill et le programme sur la démence. Et il est tout en français. C'est des activités, il y a 90 pages d'offres d'activités. Il est formidable. Alors, je profite du moment aujourd'hui pour envoyer le lien à tous les participants. Merci. Surtout qu'on parlait d'activités pour les hommes qui manquent, là, mais là-dedans, il y a des choses vraiment possibles pour les hommes comme pour les femmes. Alors, c'est bien couvert. Merci beaucoup, Céline, de ce partage. Nous avions aussi Joanne Chalifour du côté de l'Ontario. Joanne? Allô? Bonjour. Oui, on vous entend bien, Joanne. Bonjour, Éléonore. Donc, c'était simplement pour dire au niveau des besoins, au niveau des webinaires en français pour les aidants. Donc, juste une suggestion. Comme il y a déjà plusieurs intervenants qui ont mentionné d'autres ressources qui existent en français, je me demandais juste s'il y aurait lieu de regarder la possibilité de faire un partenariat avec une organisation qui offre déjà des webinaires en français. Et maintenant que sur le monde virtuel, hein, on peut se joindre de n'importe où, donc ça pourrait être une façon d'offrir plus de formation. Absolument, Joanne. Et on a fait même plus que ça. La directrice générale de l'association Alzheimer BC parle un français parfait et elle est sur le comité aviseur de notre projet. Et une des raisons qui l'a motivée à joindre notre comité aviseur, c'est qu'elle veut rendre accessible des ressources en français en Colombie-Britannique. Alors, on travaille déjà avec elle là-dessus et ce qu'on espère, c'est que le projet d'Abécédaire, on va pouvoir justement lui fournir déjà un certain nombre de ressources qu'elle va pouvoir afficher sur le site de la Colombie-Britannique. C'est vrai ce que vous dites, tout à fait raison, qu'au niveau national, il y a beaucoup de ressources accessibles en français, mais avoir tes ressources dans ta province, ça a un impact un peu différent. Alors, c'est pour ça qu'on a mis plus d'emphase pour travailler avec la Société Alzheimer de la Colombie-Britannique. C'est vrai, excellent, merci. Merci beaucoup. Et puis, Nicole Baudry maintenant. Madame Baudry? Bonjour. J'aime beaucoup votre présentation puis l'occasion de poser des questions. Comme les résidents où que ma mère demeure, c'est un étage qui ont des problèmes de mobilité, mais comme 80% d'entre eux, ils ne se parlent pas entre eux. Ils sont assis en avant, aux tables pour dîner, on ne se dit pas bonjour, ils se croisent. Moi, je dis à ma mère, dis bonjour, là, cette madame-là, pour maintenir sa conversation, mais puis comme c'est là, elle est dans une chambre privée, puis OK, ça paraît bien, mais moi, des fois, je me sens coupable parce qu'il y a un peu moins de socialisation, il y a moins d'entrée. S'il y avait une deuxième, s'il était dans une chambre avec une autre personne, il y aurait peut-être un peu plus de socialisation, mais c'est minime, là. Puis aussi, c'est que le problème, c'est qu'elle est assise devant sa télévision à journée longue. Je pense que c'est juste un bruit, c'est pas vraiment qu'elle l'écoute. Encore là, ça paraît bien. Quand tu passes dans le corridor, la madame a l'air de regarder la télévision, mais ça devient ennuyeux. C'est un bruit pour elle de fond. C'est rien de plus que ça. Est-ce que, d'après moi, ça a peut-être un effet dévastateur sur sa cognition? Personnellement, je n'ai pas les qualifications pour répondre à votre dernière question. Par contre, vous témoignez exactement de ce qu'on a constaté, c'est que ça retombe souvent sur les familles ou les proches aidants pour donner des services qui devraient être donnés par les centres où la personne se retrouve. Et c'est sur ça qu'il faut commencer à agir parce qu'effectivement, c'est les contacts sociaux souvent qui deviennent l'élément essentiel pour que les personnes conservent leur cognition. Mm-hmm.
On voit qu'elle... Oh, excusez-moi, Éléonore. Je dis peut-être que quelqu'un a plus de connaissances ou de qualifications que moi pour répondre à la question de Mme Baudry, c'est simplement ce que je voulais dire. Bien, si on a des intervenants dans le domaine en ligne qui aimeraient offrir des pistes de solutions, n'hésitez pas, soit en utilisant le chat ou la boîte Q&A et nous faire part de vos pistes, définitivement. On a une intelligence collective qu'on peut définitivement bonifier puis sur laquelle on peut bâtir les uns les autres dans le cadre de cette thématique que vous nous apportez aujourd'hui. Définitivement. J'entends aussi que le contenu que vous apportez, Éléonore et Solange, a définitivement une résonance chez les gens qui sont en ligne présentement. Et je me réjouis du partage de ressources qui est apporté. Éléonore, vous œuvrez beaucoup du côté de l'andragogie, des interventions de prévention au niveau de la santé des francophones. Quelle est votre plus grande fierté en lien avec ce projet d'abécédaire du cerveau? Je vous pose cette question en attendant que d'autres intervenants réagissent. Oui. Par la suite, on retournera vers Nicole Baudry. Oui, je dois dire qu'on est particulièrement fiers et surpris de l'intérêt qu'on a constaté pour les webinaires qu'on a organisés depuis le début du programme pour informer les gens, pour vraiment augmenter, pour développer la littératie par rapport à la santé cognitive. On ne s'attendait pas à ça. Alors, ce qu'on a fait dès le début, on est allé chercher des spécialistes. On travaille beaucoup avec l'Université de Montréal, l'Institut de gériatrie de l'Université de Montréal, qui nous ont dirigés vers des personnes qui sont vraiment des chercheurs de pointe dans le domaine. Et on a organisé une série de webinaires pour vraiment familiariser les gens à la problématique, mais de comprendre aussi l'importance des facteurs de risque. Et ces webinaires-là, qui ont déjà eu lieu, vont être disponibles en différé sur notre site Internet. Et pendant la campagne de sensibilisation qui va avoir lieu de la mi-septembre, ça arrive là bientôt, à la mi-octobre, on a toute une série de webinaires d'organiser encore une fois pour vraiment se pencher plus en détail sur les facteurs de risque. Et ça, pour nous, le nombre de personnes qui participent, ça a été une surprise pour nous. Parce que ce n'est pas évident de rejoindre on dit que les gens utilisent beaucoup les médiums en ligne, mais ce n'est pas évident pour tous les gens de se familiariser avec Zoom, même encore aujourd'hui, et de participer activement. Alors, on est vraiment contente pour ça. On est vraiment contente de ça. Et nous, on est très heureux d'apprendre qu'à travers votre site Web qui va ouvrir sous peu, les gens en ligne auront accès aux différentes ressources, puis on pourra aussi les partager aux gens dans nos milieux. Je crois que le lien vers le site Web était vraiment dans la dernière page de votre présentation PowerPoint, n'est-ce pas? Parfait. Oui. Merci, vous aviez vraiment bien... Merci de nous le partager. Nicole, est-ce que vous vouliez intervenir à nouveau? Oui, je voudrais juste rajouter quand même s'ils ont la télévision à écouter, là, puis qu'ils n'entendent pas vraiment, c'est juste là qui fait du bruit, même de la part du personnel, un petit peu pour rejoindre ce que vous avez dit, il y a très peu de communication. C'est toujours les mêmes mots, des petites phrases courtes. Madame, je m'en viens vous chercher pour votre déjeuner. Madame, je vous lève, c'est le matin, là, on se lève. Puis, là, tourne-toi sur le bord-lit, puis dans votre chaise, puis il y a très peu de conversation comme intelligente. C'est tout axé sur la tâche, les mots qui utilisent comme si c'est le temps de votre bain, puis tiens, vous descendez, lave, habille, puis on retourne dans la chambre. Il y a très peu de conversation où ce que la résidente peut conserver son langage. Mm-hmm. Mm-hmm. Au moins, c'est ça, mais c'est minime. Nicole, est-ce que je peux vous demander dans quelle province vous êtes? C'est en Ontario. Vous êtes en Ontario, hein? Oui. Et puis, comme ma mère est francophone,
Et puis, la maison, ils travaillent très fort pour avoir autant. C'est un milieu très francophone, mais on ne peut pas garantir les services en français tout le temps. Fait que même dans son dossier, c'est écrit que ma mère, sa langue première, c'est le français, mais qu'elle comprend l'anglais. Mais je pense, aujourd'hui, comme vous disiez tantôt, d'après moi, il y a une perte de la deuxième langue. Ma mère, elle ne comprend pas quand ils vont lui dire « This is your cup of water ». Ouais. Je pense qu'elle comprend. Vous faites tellement ressortir un problème qu'on a constaté dans toutes les différentes provinces. Ce que je peux faire, Nicole, et ça me ferait vraiment plaisir de le faire, si vous voyez mon adresse courriel, c'est de m'écrire personnellement et je pourrais essayer de vous diriger vers des chercheurs ou des personnes qui travaillent dans le domaine en Ontario, que vous pourriez, avec qui peut-être vous pourriez parler de la situation. Parce que souvent, hein, les changements vont venir de la communauté. Les changements vont venir parce qu'il y a des demandes dans la communauté. Et ça, je trouve qu'on oublie souvent que ce n'est pas seulement les responsables qui vont amener les changements, mais ça va venir des demandes. Mm-hmm. OK, merci. Oui, et puis, ce que vous dites, Nicole, ça témoigne aussi d'une des recommandations à laquelle Solange et Honor sont arrivés, à l'effet que besoin de davantage de formation pour les professionnels de la santé, les intervenants dans les différents milieux, dont les soins de longue durée. Merci beaucoup. Écoutez, vous allez voir apparaître à l'écran un sondage interactif, sondage qui nous permet d'évaluer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on vous invite plus à prendre le temps de répondre à chacune des questions. Donc, elles sont très courtes. Est-ce que vous avez amélioré vos connaissances? La question 1, la question 2, pour pousser votre réflexion par rapport à la problématique qui est présentée aujourd'hui. La question 3 concernant est-ce que vous avez l'intention de parler d'au moins un des éléments présentés aujourd'hui avec une personne de votre entourage, que ce soit une famille, quelqu'un de la famille, ami ou collègue. Question 4, est-ce que le format du webinaire a favorisé les échanges? Est-ce que le contenu était pertinent? Puis une fois les questions répondues, c'est simplement cliquer, soumettre. On en est à toutes les 2 dernières minutes de la présentation de ce webinaire. Solange ou Éléonore, un dernier mot à l'intention des participantes et participants en direct aujourd'hui. Peut-être de votre côté, Solange. Ben, moi, je dirais merci beaucoup de l'écoute, des questions aussi, de la participation. Et s'il y a d'autres questions, on est prêt à les répondre par courriel. On peut nous adresser les questions et on va essayer de répondre. Commentaires aussi. Merci beaucoup. Les partages des ressources, je pense que les partages des ressources qu'ont fait certains des participants, ça a été très utile, oui. Oui, et moi, ce que je pourrais ajouter, c'est plus il y a de gens qui vont nous envoyer des commentaires par rapport à ce qu'on rend disponible sur notre site de l'abécédaire d'un cerveau en santé pour l'améliorer, pour améliorer les ressources, plus ça va nous aider à en faire un outil qui va pouvoir être utilisé pas seulement dans les 3 provinces et le territoire du projet, mais partout à travers le Canada. Parce qu'un site en français sur des ressources qui s'adressent à différentes personnes, on n'en a pas trouvé beaucoup. Donc, c'est une invitation à aller fouiller de votre côté, du côté de votre site, voir comment est-ce que les gens peuvent faire retomber dans leur milieu à eux l'information, les ressources, peut-être parler à des décideurs de leur coin de pays pour faire développer peut-être des services ou en tout cas faire des connexions avec votre programme de l'abécédaire du cerveau. Solange Van Kemenade, Éléonore Tremblay, panélistes d'aujourd'hui. La Société Santé en français vous remercie chaudement de votre participation. Ce sujet était très intéressant, des données éloquentes et nous propose des pistes
pour continuer l'information, la sensibilisation. Il y a de beaux cœurs qui apparaissent à l'écran présentement de la part des gens ayant participé. Alors, un grand merci à vous et nous vous souhaitons une très belle continuité dans tous vos projets, pour Solange du côté de la recherche et pour Éléonore du côté des actions sur le terrain. Merci beaucoup, mesdames. Merci Nathalie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.